Hey! Toi, je te vois. Je vais faire comme Trump. Voilà. Il paraît qu'il y a encore des gens qui doivent arriver, mais c'est pas grave. Ils marcheront sur la pointe des pieds. Marcelin de Truong est là, je le vois aussi. Camille de Toledo. Je suis là. Ah, voilà. Ok, c'est complet. Donc on commence par moi. Hein. Voilà. Alors, ça marche, ça, oui. Je serai bref, comme disait Fidel Castro. L'exercice qui suit pourrait sembler vaniteux, mais il se fonde sur une constatation simple, qui est qu'on ne naît pas éditeur, mais qu'on le devient. Graham Greene, l'un de mes héros, disait que les seuls livres qui vous marquent de façon indélébile sont ceux qu'on a lus avant 15 ans. Je crois qu'il en va de même avec les expériences. J'ai donc entrepris de tirer le fil d'Ariane qui, depuis ma petite enfance, m'a guidé vers le papier, la lecture, les livres, les images, pour essayer de comprendre et de montrer quel type d'éditeur je suis devenu et mettre au clair les motifs, raisons et choix qui ont abouti à l'édification lente de Noël graphique, environ 80 titres au compteur. Nous fêtons ce soir, à mon immense stupeur, les 20 ans. J'ai 4 ans. Ma mère m'amène dans une librairie près de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée. Elle me dit de choisir le livre que je veux. Je ne connais pas Walt Disney. C'est l'époque sans télé, sans DVD, et je n'ai encore jamais mis les pieds au cinéma. Je choisis cet album rose à l'instinct, Donald et le code de sécurité. Beau titre. En un mot, Riri, Fifi et Loulou, les neveux intenables, n'arrêtent pas d'avoir des accidents domestiques. Pour les dissuader, eux et les petits lecteurs, d'enfoncer les doigts dans la prise ou de jouer avec une scie, Donald les met au défi d'écrire et de dessiner un code de sécurité. Dans le livre, 2 styles graphiques cohabitent. Celui du studio Disney et celui, pseudo-enfantin, des neveux. C'est ce qui fait qu'il me marque à jamais et que je comprendrai, en le retrouvant sur eBay 60 ans plus tard, qu'il fut en quelque sorte la pierre de Rosette de mon intérêt pour la BD. 2 styles, 2 voix, une vision stéréoscopique du dessin, une infinité de possibilités narratives. Paris. Ma nouvelle adresse. Mes parents ont traversé la mer pour échapper à l'injonction, la valise ou le cercueil. Je suis un rapatrié et je m'en fous. Avec ces grands immeubles noirs, ces autobus grondants, ces odeurs de métro, ces kiosques à journaux, Paris m'enivre. À celui qui fait l'angle de la rue Richelieu et du boulevard des Italiens, ma mère m'achète un numéro de Rodoudou, les belles images. Les dessins alléchants d'Arnal, le papa de Pif le chien, le républicain espagnol rescapé de Mauthausen, ajoutent à mon ivresse juvénile. Devant l'édifice, je me dis que chacune de ces drôles de petites maisons plantées à tous les coins de rue cache un trésor. J'ai trouvé mon Eldorado. J'ai 8 ans. Dans Le Voyageur du Mésozoïque, 13e album de la série Spirou, Franquin montre un savant atomiste se faire manger par un dinosaure à l'instant où il trouve la formule de sa superbombe H. Hypocrisie du comte de Champignac. Une superbombe à l'hydrogène? Oh, je ne savais pas ça. Eh oui, que voulez-vous, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. Découverte de l'ironie. Voilà pourquoi je préfère le journal de Spirou à celui de Tintin. Le sarcasme s'y donne libre cours, on y rit de la flemme de Gaston, de l'imbécilité des Dalton, on y apprend le sabir schtroumpf et l'horreur de l'esprit de sérieux. On y voit vaciller les grands principes, les certitudes adultes se prendre les pieds dans le gaffophone. Une éducation contre celle que veulent nous infliger les hussards gris du gaullisme. Et puis, 4 heures de queue devant la librairie Dupuis du boulevard Saint-Germain pour une dédicace de Maurice et Goscinny, ça forge le caractère. J'ai 11 ans et Bob Moran paraît chez Marabout Junior.
L'oiseau en Duffelcoat, on le voit bien là, sur les sublimes couvertures de Pierre Joubert. Les petites croix sur la liste des volumes en ma possession, sitôt achetés, sitôt lus. Premier symptôme de la bibliomanie, une affection courante chez les fondus de l'édition. L'inverse de la bibliophilie, aucune spéculation, seulement le besoin compulsif d'accumuler les livres. Henri Verne est un hub. Industriel de la littérature d'aventure, il tape sans vergogne dans le patrimoine, ce qui fait de lui un passeur. Sans Bob et son copain Bill Ballantine, pas sûr que j'aurais connu Conan Doyle, Sax Rohmer, l'auteur de Fu Manchu, inspirateur de L'Ombre jaune, John Buchan et ses 39 marches, et ensuite Stevenson, Conrad, H.G. Wells, Graham Greene, Evelyn Waugh, John le Carré. C'est aussi à Verne qu'on doit l'exhumation de la série pulp Harry Dixon de Jean Ray, dont Alain Resnais, qui reviendra plus tard, a voulu toute sa vie tirer un film. J'ai 12 ans. Harakiri et Pilote sont les hormones de croissance qui vont remplacer Spirou et les petits formats qu'on achète en douce chez les parents, en douce des parents, n'importe quoi. Blake le Rock, Buck Jones, Pépito, Pim Pam Poum, Tartine Mariole et par-dessus tout les fantastiques pieds-nickelés de Pélos. Ici vu en train de déguster un pchit de citron. Pour toi, garçon, pchit de citron. Pour toi, mon ange, pchit orange. C'était la publicité à l'époque. Les débuts de la publicité, on pourrait dire. Harakiri, c'est un garçon de ma famille un peu plus vieux que moi qui me le colle dans les mains. 68 pages que j'avale d'un trait sans rien comprendre. En le refermant, je sais que ce sera mon journal pour la vie. Fred, Cabu, GB, Reiser, Wolinski, Topor, ce n'est plus l'école du rire, c'est le poing dans la gueule. Inutile de s'attarder sur Pilote, dont on voit ici le premier numéro. Chacun sait que ce que la BD d'aujourd'hui doit au journal qui grandit avec ses lecteurs, l'homme à la barre, René Goscinny, et celui qui donnera un statut au métier de scénariste que j'exerce encore aujourd'hui. 13 ans. À nouveau, c'est un dessinateur qui décide de mes choix de lecture. Paul Gillon, avec qui je travaillerai beaucoup plus tard à Métal, illustre Casino Royale de Ian Fleming, dont le L de ma maman. C'est le flash, le début d'une passion ravageuse qui va occuper ma prime adolescence. James Bond. Je ne vais pas vous chanter le générique. Bref. Ian Fleming vient de mourir. Obsédé par les titres de la série inédits en français, je m'aventure chez Brentanos, la librairie américaine de l'avenue de l'Opéra. Et là, deuxième illumination, les incroyables couvertures en trompe-l'œil du peintre Richard Shopping pour OSS. Qu'est-ce que je raconte ? Ça fait rire ma femme. Pour 007, en hardcover chez Jonathan Cape. Je casse ma tirelire pour acheter les plus beaux. From Russia with Love, Goldfinger, You Only Live Twice. C'est magnifique. Les autres, je les pique. C'est la première et dernière fois de ma vie que je ferai ça dans une librairie. C'est vrai. Depuis le temps que les étoiles nous envoient ce message « Tenez bon, nous arrivons », l'heure a sonné. L'âge pop est sur nous. L'éditeur Eric Losfeld invente la BD chic et adulte. Epoxy, scénario de Jean Van Damme, Barbarella de Jean-Claude Forest, le premier Lone Sloan de Druyet. Chez Pauvert, c'est la revue Bizarre et ses articles inavouables, Chaval, Topor, Ciné. Poésie, littérature, BD, dessin d'humour, y croisent le fer. Et puis, dans la série des anthologies de la revue Planète, ces chefs-d'œuvre de la bande dessinée, première compilation du genre, préfacée par Goscinny. Tout ça trop cher pour nous, mais qu'on peut feuilleter dans les librairies spécialisées qui fleurissent dans Paris. Au kiosque de Jean Boulet, fondateur avec Boris Vian de l'éphémère Saint-Cinéma des Prés. Qu'est-ce qui reconnaît la personne qui est assise dans la librairie du kiosque ? Oui, on m'a dit Françoise Sagan tout à l'heure, mais c'est effectivement Paul Naref. Le kiosque de Jean Boulet, la Mandragore, le Minotaure, chez Pellucidar ou chez Lutèce. Expo, club de BD, comme le Selig qui publie la revue Gif-Wif, où Francis Lacassin, Alain Resnais, Alain Robbe-Grillet, Umberto Eco, Fellini glosent sur la bande dessinée en pleine croissance. On y voit poindre les termes figuration narrative, 9e art. Les sémiologues suivent leur piste de signes. Où cela va-t-il nous mener ?
Les fanzines mènent à tout. Ah, G-Fwif, on ne l'avait pas vu. C'est beau, c'est Forest. Les fanzines mènent à tout, et surtout à l'édition. Moi, c'est Nyarlathotep, d'après l'entité de Lovecraft. SF, fantastique, BD, rédaction à Lyon. J'en deviens le représentant à Paris, ce qui me permet d'user mes semelles, paquets sous les bras, et d'élargir le cercle des librairies amies. Elles poussent comme des champignons, rive gauche, rive droite, actualité rue Dauphine, parallèle rue Saint-Honoré. Bientôt, ce sera temps futur de mes amis Stan et Sophie Barretz, mes universités. Nyarlathotep, Cthulhu soit loué, c'est aussi l'occasion de tester ma plume. Tout premier papier, un brûlot contre la censure de Fantasque aux éditions Lug par l'excellent Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur. Première interview, Wolinski dans les locaux d'Harakiri, rue Montolon. À la fin de l'entretien, il me tend une poignée de dessins qu'il a crobardés en me parlant. Plus tard, expédition à Londres pour rencontrer Michael Moorcock. Il nous offre 10 nouvelles de sa revue New Worlds que nous rapportons en triomphe à Paris. We can be heroes just for one day. Ça s'accélère. Notre ami Daniel Rich, du comité de direction de Nyarlathotep, devient secrétaire de rédaction de Fiction et Galaxy, les deux revues phares des éditions Opta. Détenteur des clés de l'armoire aux beaux livres, il inonde notre petit groupe de somptueux volumes du club d'anticipation. Bram Stoker, c'est Dracula, on connaît. Moorcock, Elric le Nécromancien, illustré par Druillet. Robert Sheckley et Robert Bloch, enluminé par Moebius. Plaisir des yeux et de la tête, Paris est une fête, nos bibliothèques un festin sans fin. Mieux, Rich nous propose à François Landon, futur grand reporter à l'événement du jeudi, et à moi, la traduction de quelques nouvelles pour une autre publication d'Opta. Fort de nos 10 000 mots traduits, nous nous décrétons professionnels, avec une facilité à faire pâlir les masters d'édition actuels. La jeune maison d'édition Jean-Claude Lattès nous accueille en son sein. Life at last. 1972-1980. Des mots, des mots, des mots, des bouteilles qui tombent, des mots, des mots, des mots et peu d'images. Sous la férule de Nicole et Jean-Claude Lattès, j'apprends les métiers de l'édition, du plus humble au plus huppé. Lecteur, traducteur, rewriter, nègre, comme on n'a plus le droit de dire, directeur de collection de cul, comme je me permets de dire. J'ai honte de rien, hein, franchement. Et enfin, éditeur de plein droit. Ai-je pour autant abjuré les petits Mickey, remiser ma passion graphique? Disons que je la cultive à feu doux. Quelques tentatives de scénariste du côté de la presse BD, dont la plus cuisante à pilote. Quand les 5 planches de Tueur de loup, ont vraiment honte de rien, paraissent entre celles de Gottlieb, Giraud, Mézières, je mesure le chemin qui reste à parcourir. Nouvelle tentative avec Floch, plus réussie, mais qui restera également lettre morte. Ça, c'était chouette, en fait. C'est un peu l'invention du steampunk à la française, en réalité. D'autres fois, la BD m'envoie des petits signes amicaux. La couverture du roman d'Eddie Constantine que nous avons ghostwrité, Landon et moi, est dessinée par Jean-Claude Denis. Que ses albums chez Casterman rendront bientôt célèbres. Dans un effort pour concilier mes deux passions, je commande à Romain Slocombe 3 couvertures pour la série Moses Wine de l'américain Roger L. Simon. Leur splendeur pop n'impressionne guère la direction. Au terme de cette décennie studieuse, le besoin se fait sentir de rompre les amarres, de m'envoler hors du charnier natal. Comme toujours, les rencontres font l'occasion qui fait le larron. Un ami connaît la fille qui s'occupe du supplément week-end du Matin de Paris, quotidien en plein essor à l'orée du sacre mitterrandien. Me voici intronisé critique BD du journal de Perdriel. 2 colonnes hebdomadaires, de quoi traiter d'1 à 4 titres chaque samedi et de recevoir assez d'albums en service de presse pour engorger une bibliothèque déjà bourrée jusqu'à la gueule. Coquetterie ou prudence, je signe de mes seules initiales, JLF. Je découvre l'ivresse du gazetier
On dit un gazetier, en fait, ou un gazetier. Enfin, le mec qui fait des gazettes, quoi. Le pouvoir du publiciste, les partis pris du polémiste. Je me fais insulter à 3 heures du matin par Tardy, dont j'ai démoli, injustement, le dernier Adèle Blanc-Sec. Une attaque pleine de dépit contre mon vieil harakiri me vaut une réponse verte et pas mûre de Delphi de Thon. JLF du matin de Paris, qu'est-ce que c'est que ça? Une merde, on vous le fait pas dire. En route pour la gloire. Et à mesure que je m'enfonce dans le monde de la BD, Temps Futur confirme sa fonction de camp de base. Pour nous, aficionados parisiens, c'est là que désormais tout se passe. Aux 3 adresses successives de la librairie, du couloir de la rue Perronnet à la caverne d'Ali Baba de la rue Dante, je fais mes rencontres décisives. Jean-Pierre Dionnet, Moebius, Yves Chaland, Serge Clair, Jos Zwart, Gilbert Shelton, l'auteur des fabuleux Freak Brothers, Flock, l'écrivain américain Harlan Ellison. Alors là, j'en ai raté plein. Voilà Temps Futur. Voilà un catalogue, une esquisse pour le catalogue, le premier catalogue de Temps Futur par Moebius. Et voilà une publicité dessinée par Flock. Stan et Sophie Barretz, les propriétaires, sont devenus mes amis. Un soir d'automne, à l'issue de libations diverses, Stan s'ouvre de son désir de se lancer dans l'édition. Il cherche des idées. Je suggère, pourquoi pas une année de la BD? Il y a des années de tout, du football, du rugby, de la télé. Banco, coupe Stan, mais je la veux pour Noël. 3 mois pour boucler un pareil ouvrage, Paris d'homme ivre. J'ai un petit gars très bien dans ma boutique, me rassure Stan. Il va t'aider. C'est ainsi que je rencontre, en 1981, José-Louis Boquet, 19 ans, avec lequel nous avons signé l'an dernier le scénario de notre premier Blake et Mortimer. Il y aura 2 volumes de l'année de la BD, sous notre houlette, 1 million de signes chacun tout de même. Puis, le concept partira chez un autre éditeur qui le perpétuera de longues années. Ça, c'est le deuxième nôtre, hein. Avec une très belle couverture d'un garçon qui a disparu, qui s'appelle Didier Eberoni, qui était un des grands dessinateurs de Métal Hurlant. À l'aube de ces années 80, comme nous nous activons dans la frénésie, le fatum ourdit un petit coup en douce qui va changer le cours de ma vie. Dionnet et Manœuvre ont remarqué que dans ma chronique du matin, je consacre environ 1 papier sur 3 aux productions des humanoïdes associés, en général dithyrambiques. Drôle de calcul, ils me proposent de les rejoindre à Métal Hurlant, perdant du même coup un haut-parleur dans la grande presse. Allez, non, j'ai appuyé de traviole. Métal Hurlant. Comment refuser, moi qui, déjà adulte, trépignais devant la couverture du numéro 1. Hop, couverture du numéro 1. La bête hurlante de Moebius. Me voici, 10 ans après mes débuts dans l'édition, de retour à la case départ, tout découvrir, tout réapprendre. L'invention du roman graphique, la fabrication d'un canard mensuel, le travail au sein d'une rédaction pour le moins rock'n'roll. Les alliances, les croche-pattes, les bouclages de minuit, les scénarios ficelés sur un coin de bureau. Hop, hop. Les scénarios ficelés sur un coin de bureau, les rapports avec les dessinateurs, êtres étranges qui maîtrisent un art que je ne possède pas. Je prends tout, j'aime chaque instant de cette vie, les nuits très blanches dans les clubs de Paris, Kings of the City, j'arrête avant d'en avoir trop dit. J'ai trouvé ma famille, j'ai trouvé mon pays. Merci. J'appelle maintenant Victor Massé sur scène pour venir m'aider et me relayer. Et je vais ramasser ma bouteille pendant ce temps-là. Comment ? Et j'appelle notre dessinateur de séance, François Hollisleger. Bonsoir. Ça y est, Jean-Luc, le plus dur est passé. Bon, maintenant on va pouvoir ouvrir le micro, parler librement. Généralement, les gens qui ont eu des séances comme ça avec moi savent, je lis comme une patate. Mais bon, là, j'ai essayé de faire un effort, je ne sais pas. Mais les gens savent qu'il répond très bien aux questions. Voilà. Donc, on s'est arrêté au milieu des années 80.
On fait un petit saut dans le temps, peut-être, tout simplement pour arriver Oh oui. à de Noël graphiques. On va sauter une quinzaine d'années. À moins que vous n'ayez la nuit devant vous. Ouais. On parlera pas trop de dessins animés, de plein d'autres choses aujourd'hui. Simplement, pour commencer, avant de parler de Noël proprement dit, on est donc au début des années 2000. Le paysage de la bande dessinée n'est plus tout à fait celui avec lequel tu nous as laissé. En 2 mots, peut-être quel était ce paysage, et puis cette idée qu'aujourd'hui, un catalogue de bande dessinée dans une maison généraliste, ça paraît quelque chose de très commun. En 2001, 2002, 2003, ça ne l'était pas. Alors il s'est passé plusieurs choses dans l'intervalle. C'est que d'une part, les journaux de bande dessinée qui étaient en fait la racine de tout le travail. Ça naît de la presse enfantine, justement, dont j'ai parlé, Tintin, Spirou, Pif, etc., a cessé pratiquement d'exister. Pour des raisons qui ont à voir avec le feuilleton, en fait. C'est que quand j'étais petit, il fallait 62 semaines pour lire Tintin au Tibet dans Tintin. Donc je ne pense pas aujourd'hui qu'il y aurait un môme qui accepterait ça. Il vous rirait au nez, la génération de Netflix. Enfin, je veux dire, ça serait insoutenable pour eux. Donc ça a cessé d'exister. Ça a changé complètement l'économie de la bande dessinée, dans la mesure où le support économique de la bande dessinée est devenu le livre, l'album, qui était autrefois une sorte de récompense pour les auteurs qui avaient du succès en réalité. Parce que tout ce qui paraissait dans la presse ne paraissait pas nécessairement en album. Voilà. Donc ça a été la première chose. Les journaux ont fermé les uns après les autres. Il y en a qui ont eu une longévité plus grande, mais en gros, les gros porteurs qui étaient à suivre, Yafluid qui a continué à résister longtemps, un petit peu l'écho des savanes, mais bon, voilà. Et donc on est passé sur le livre, et je pense que c'est ce qui a engendré une espèce de gentrification, le début d'une gentrification de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'on changeait de public, c'était plus des parents comme au début qui achetaient des canards à 2 balles à leurs enfants ou les abonnaient. Là, c'était des gens qui allaient dans les librairies, qui commençaient à sortir un peu plus d'argent pour acheter des albums. Voilà. Et donc, quand les choses ont commencé chez De Noël, effectivement, le panorama, c'était des petites maisons d'édition spécialisées dans la bande dessinée, des gens héroïques comme l'association qui ont tenu le flambeau pendant que les gros mastodontes étaient en train de s'effondrer, que les dinosaures disparaissaient les uns après les autres. Ce groupement de jeunes gens tenait haut la flamme, en nous haïssant parce qu'ils avaient raté le métro, et que moi je sais que j'ai eu des difficultés avec cette génération-là parce qu'ils pensaient que, comme les jeunes pensent de nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait eu le cul bordé de nouilles et qu'on avait abusé de notre privilège et qu'on n'avait laissé que des ruines. Donc voilà. Et donc les maisons généralistes s'occupaient assez peu de bande dessinée, et il existait encore cette espèce de mur contre lesquels s'étaient dressés des gens comme Lacassin depuis des décennies en réalité. Voilà. À partir de là, ce qui s'est passé, si tu veux, je te le dis en un mot, ou tu veux me poser une question ? Non, vas-y. Ce qui s'est passé, le plus dur est passé. Hein. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, je lis plus, je suis plus à l'aise. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Héloïse d'Ormesson, qui était donc le bras droit de Olivier Rubinstein, qui venait de reprendre les éditions de Noël en 98, si je ne m'abuse. Lily, qui est là, qui est ma bien-aimée et qui est une grande traductrice notamment des livres de la collection, mais bien d'autres choses, était au comité de lecture. Et un jour, Héloïse est rentrée de la Book Fair de Londres avec sous le bras un livre qui s'appelait Gemma Bovary, et dont elle m'a dit, alors qu'elle avait été mêlée à l'histoire de publication de Maus, mais d'un peu loin, chez Rue Racine, chez Flammarion, elle m'a dit, je ne sais pas quoi en penser parce que je ne connais pas la bande dessinée. Elle a dit à Lily, est-ce que ton mec qui est dans la bande dessinée pourrait le lire ? Donc je l'ai lu, je l'ai appelé pratiquement le soir même ou le lendemain, et je lui ai dit, c'est génial, il faut que tu le prennes, absolument. Voilà. Mais elle m'a dit, mais je ne sais pas faire de bande dessinée. Et je lui ai dit, ça ne fait rien, on s'en occupe. Et c'est comme ça qu'en 2000, on s'est trouvé à faire le premier livre, en réalité, de la collection, pas du tout sous ce label-là, ni rien, pour De Noël. Et ils étaient un peu sceptiques chez De Noël, ils étaient un peu sur le mode, ouais, mais est-ce qu'on va savoir vendre ça, etc., etc. Et puis la grande surprise qu'ils ont eue, c'est que non seulement la presse a embrayé, c'est-à-dire que les gens sont tombés sous le charme irrésistible de Posy Simmonds, que je vois d'ici, je vois luire son œil, et que d'autre part, le public a suivi, et tout d'un coup, c'est devenu une vente conséquente pour la maison d'édition.
Et là, Rubinstein, qui est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, m'a dit un peu plus tard, est-ce que tu voudrais pas? Et il m'a proposé de reprendre Futuropolis, qui était une terre en jachère dans le patrimoine Gallimard. Ils avaient essayé de le relancer, ça ne fonctionnait pas, etc. Et là, j'ai eu un mouvement de recul parce que j'étais assez proche de toute la bande Robial, Futuro d'origine, etc. Et j'ai dit, je ne vois pas très bien ce que je vais rajouter. J'avais déjà hérité de Dionnet la direction de Métal Hurlant à un moment où le journal allait très mal. Je me suis dit, je ne vais pas remettre les pantoufles d'un copain, c'est pas possible. Et donc, dans le bureau d'Antoine Gallimard, j'ai dit, écoutez, je vous propose quelque chose, créons le label de Noël graphique. Et là, très fair play, Gallimard et Rubinstein m'ont dit, banco, allons-y. Et c'est comme ça qu'en 2003, on a commencé la collection. Alors on va tout à l'heure commencer à faire monter quelques-uns des auteurs et des autrices de cette collection. Mais avant, puisque tu évoques une collection, des petites questions en vrac, parce que sinon il sera trop tard. Une collection, c'est en particulier, enfin c'est entre autres, un logo. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce petit homme avec son hélice ? Eh bien, je crois que les deux personnes responsables de cette chose sont dans la salle. Le premier s'appelle Gérard Le Monaco. Je cherchais un directeur artistique à l'époque pour s'occuper de la collection parce que je n'ai pas de vocation particulière à fabriquer les livres et surtout à les mettre en scène et en page. C'est quelqu'un de crucial. Le directeur artistique, c'est lui qui donne la ligne graphique de la collection, etc. Et donc, par un cheminement amical, je suis arrivé jusqu'à Gérard. Et on a commencé à travailler ensemble. C'était assez exaltant parce qu'à l'époque, Gérard était en train de monter un truc qui s'appelait les Associés Réunis, ce qui est un des noms de maisons les plus idiots que j'ai jamais entendus, mais qui était formidable. Ça nous plaisait. Après les humanoïdes associés, c'était les Associés Réunis, je crois. Hein, ça. C'est ça, Gérard ? Ouais. Et donc, c'était comme un atelier du Quattrocento, c'est-à-dire que Gérard s'entourait de jeunes graphistes, plutôt au féminin, mais de jeunes graphistes, et qu'il y avait une espèce d'ensemble de jeunes filles devant des ordinateurs qui faisaient des essais, etc. Et il passait derrière et il disait « Non, là, essaye de mettre du bleu ». Et à chaque fois, ça tombait pile, quoi. Je veux dire, à chaque fois, c'était extraordinaire. Et c'était un des grands plaisirs, c'était d'aller travailler comme ça dans l'atelier du maître et de regarder ce qui se passait. Et puis après, on s'est dit, il faut un logo, parce qu'une collection sans logo, ça ne peut pas exister. Hein. Le mec qui vient de Marabout, avec son Marabout en Duffelcoat, ne peut pas dire, non, vous allez mettre juste le nom. Donc, OK. Et là, c'est une galère qui a commencé, parce que les dessins étaient tous sans intérêt, c'était pas bien, etc. Jusqu'au jour où on est allé chez Joëlle Jolivet, que je connaissais et avec laquelle je crois qu'on avait commencé à travailler déjà, oui. On avait fait un album au Seuil Jeunesse. Et puis, en fouillant dans la poubelle de Joël, Gérard a trouvé un truc qui était cet hélicoptère, ce qui est extraordinaire, parce que moi je suis un fan du Fantacoptère, hein, qui est dans Spirou et les héritiers, le truc s'appelle un autogire, je crois, en fait, le vrai nom, le truc qui transporte Fantasio, là, qui a une invention géniale de Franquin, source de 1000 gags. Et donc ça ressemblait à ça, mais avec un bonhomme un peu corpulent dedans, et qui avait l'air un peu placide et un peu de survoler la situation. Et je me suis dit, c'est moi, voilà, c'est simple. Donc on a sorti le truc de la poubelle, on l'a porté directement à l'imprimerie, et c'est devenu le logo de la collection, et c'est toujours le même depuis 20 ans, on n'a jamais senti le besoin de le changer. Alors 20 ans de collection... Dans les petits tote bags que tout le monde a sur son siège, il y a le catalogue que tu as préparé pour l'occasion. Et tu me disais que faire ce catalogue, le regarder dans la grande diversité des titres, des auteurs, des autrices, il y a quelque chose qui tient à l'intuition de départ, cette recherche à la frontière de la littérature, de la bande dessinée, de jouer avec les limites, avec la narration. Et il y a dans ce catalogue toujours, dans cette diversité, quelque chose d'une cohérence, quelque chose d'une unité.
Alors, d'abord, un mot sur pourquoi le catalogue et pourquoi j'ai fait un catalogue commenté. C'est parce que tout à l'heure, je parlais de Pauvert et Losfeld. Quand je recevais leur catalogue, c'était des heures et des heures de lecture amusante parce que je passais mon temps à lire des trucs, des descriptifs, des 120 journées, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, j'avais 14 ans. Donc, c'était non seulement assez exaltant, mais en plus, c'était des livres que je pouvais pas avoir entre mes mains parce qu'ils étaient trop chers, trop hors de portée, etc. Donc, j'ai voulu faire ça pour moi, petit, en fait, pour me faire plaisir à moi, petit. Et en le faisant, effectivement, j'ai vu qu'on avait tenu ce truc cette phrase qui était dans le pitch que j'avais donné à Antoine Gallimard et qui était d'aller travailler à la frontière entre la littérature et la bande dessinée. Pas du tout de façon spécifiquement expérimentale, parce que c'est pas ça qui m'intéresse moi dans la bande dessinée. Je suis un tenant de ce que Wolinski définissait comme cette chose que l'on lit allongé sur son lit en croquant du chocolat. Moi, pour moi, la bande dessinée, fondamentalement, ça reste un truc associé à l'enfance. C'est womb, une matrice dans laquelle on se roule. Quand on est malheureux, on se prend un Tintin et on a 12 ans à nouveau, et c'est génial. Quelque chose qui doit donner du plaisir, quel que soit après le thème, le sujet, la difficulté des choses qu'on aborde, etc. Donc j'avais ça en tête, et je me suis rendu compte effectivement en écrivant ces textes que sans le vouloir, parce que quand on travaille, on a le nez dans le guidon et qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait vraiment, et qu'on ne se dit pas tous les matins quel est le cap que je me suis fixé, capitaine, oui, nord by northwest, non, pas du tout, mais par accumulation, on se rend compte que ouais, la visée était à peu près juste, et surtout que les auteurs qui sont venus à nous sont tous, et c'est pour ça que je voudrais qu'on les présente, sont tous des auteurs qui sont guidés un peu par le même instinct et par la même volonté, et qui m'ont apporté cette chose. Parce que je voudrais préciser quand même une dernière chose, après je me tais, c'est que ce n'est pas les éditeurs qui font les livres. Ça, c'est un truc qui doit être clair et net, et j'insiste là-dessus. Pour moi, ce sont les auteurs qui font les livres, et les éditeurs sont les gens qui, d'une certaine manière, les aident, les conseillent, les pilotent, leur disent peut-être comment profiler telle et telle chose, etc. Mais qu'en aucun cas, un éditeur, et j'ai vu beaucoup d'éditeurs inventer des livres, et ça peut marcher, il peut y avoir des livres qui se vendent beaucoup, inventés par des éditeurs, mais c'est des livres sans pérennité, sans durée. Moi, je fais des livres cousus, de sorte que quand vous les trouverez dans 30 ou 40 ans dans un bac de soldes ou de libraires d'anciens, comme je chasse moi mes livres, ils tiennent le coup, ils ne tombent pas en morceaux, la colle ne se soit pas décollée et qu'ils ne vous explosent pas dans la figure dès que vous les ouvrez. Voilà. Bon, on va faire venir sur scène quelques auteurs, et peut-être pour commencer, je vais appeler sur scène Madame Posy Simon, s'il vous plaît. Oui, entre le bœuf et l'âne gris. Oui. Ah oui. C'est Noël. Absolument. Je connais. Entre le bœuf et l'âne. Très bon, bravo. Posy Simon, vous ne savez pas que vous saviez chanter et que vous connaissiez les vieux cantiques de Noël, de notre patrimoine français. Est-ce que vous savez que Jean-Luc Fromental parle toujours de vous en disant Posy Simon, c'est la mère de toutes les batailles? Vous avez déjà dû l'entendre dire ça? The mother of all battles, right? Our battles. C'est incroyable. Pas le mémé. Non, pas la mémé. La mère. La mère, merci. C'est-à-dire le premier combat, celui qui a permis à tous les autres d'arriver, le premier succès, évidemment. Oui. Il a évoqué tout à l'heure Gemma Bovary. Mais pour moi, c'était quelque chose d'absolument bouleversant, parce que j'ai toujours travaillé pour la presse anglaise. Et puis, quand Gemma Bovary est sortie en français, j'ai laissé le petit monde de la presse britannique et je suis entrée dans le gros monde du BD. Et pour moi, c'est extraordinaire. Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous avez appris que la France, qu'un éditeur français s'intéressait à Gemma Bovary?
avant que je suis allée en France, quand c'était sorti, j'avais grand peur parce que j'ai pris des libertés avec le grand, oui, Gustave. Et j'avais tellement peur. Et, que le gang de Flaubert t'attende à la sortie. et aussi, j'ai entendu parler avec 2 Français qui disaient tout le temps, mais c'est quoi votre livre? C'est pas exactement c'est pas la bande dessinée. Il y a trop de textes et des trucs comme ça. Mais quand je suis arrivée, c'était tellement bien que le livre était apprécié. C'était si bien. Et pour vous, qui êtes, comme on le voit, parfaitement francophone, se lire en français, qu'est-ce que ça vous a fait la première fois, justement, la langue de Flaubert, lire votre livre en français, c'était émouvant? Oui, c'était, je crois, qu'est-ce qu'on dit, la boucle est bouclée. Oui, un peu, oui. C'est une traduction qu'on a fait avec beaucoup d'amour. Je ne dirais pas que c'était le début de notre idylle parce qu'elle est tellement longue que c'est pas vrai, mais avec Lily, on a traduit ça avec une passion totale face à un ovni véritablement, parce qu'on n'avait jamais vu une bande dessinée qui contienne, en termes de signes, quasiment l'équivalent d'un petit roman. C'est-à-dire que quand on a rendu le manuscrit, il faisait pas loin de 200 pages, quand même, tapuscrit, uniquement le texte. Voilà. Et l'art de poésie qui consiste à cacher un roman dans une bande dessinée est tout à fait extraordinaire. Et à mon avis, il n'a jamais été... Il y a des gens qui ont cherché, une fois que ça a été fait, qui ont cherché à le dupliquer, à le reproduire, et ça n'a jamais été fait véritablement avec le même succès. Voilà. Et moi j'explique ça, je ne sais pas ce que tu en penses, j'explique ça par le fait que tu n'avais pas une culture de bande dessinée, tu as une culture graphique extraordinaire qui remonte à William Hogarth et des gens comme ça, mais tu n'avais pas une culture de bande dessinée très particulière, plutôt de comics américains, si je ne m'abuse, que tu lisais quand tu étais petite, oui. Mais pas de bande dessinée franco-belge, comme on dit. Non. Avant ça, j'avais pas conscience du formule des bandes dessinées. Et donc, parce que Gemma Bovary était publiée en feuilleton dans le journal The Guardian tous les jours, j'ai écrit beaucoup parce que je n'avais que 100 épisodes et il fallait que je bourre les planches d'intrigue. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit. Voilà, nécessité fait loi. Et est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, plus de 20 ans après la publication de Gemma Bovary en français, de Noël graphique, dans laquelle vous avez publié d'autres livres, vous a apporté une certaine vision de la bande dessinée que vous aviez par la bande dessinée américaine au départ, donc. Et aujourd'hui, les auteurs de Noël graphique, dont j'imagine vous recevez, vous lisez les livres, constituent quelque chose comme une famille française ou quelque chose de cet ordre-là? Oui, tout à fait. Il y a une gamme de sujets, d'auteurs, de façons de raconter des choses. C'est extraordinaire. J'ai pas eu le temps de lire le bouquin là-bas, mais j'ai vu quelques pages. C'est extraordinaire. Le catalogue, oui, c'est extraordinaire. Oui. Bravo. Merci. Pour finir là-dessus, ce que ça a fait aussi, c'est que ça a introduit Posy beaucoup plus largement dans la grande famille, assez dure à pénétrer, je dois dire, des auteurs de bande dessinée francophones. Enfin, des gens d'Angoulême, quoi, pour dire les choses, des gens qu'on retrouve à Angoulême. C'est-à-dire que Posy a été présidente du jury à Angoulême et elle a maintenant une reconnaissance et un statut au sein de ce groupe-là, encore une fois, qui n'est pas si facile que ça d'accès, complètement acquise. C'est-à-dire que, voilà, en très peu de livres en réalité, puisque son œuvre est immense en Angleterre, mais ici, pour l'instant, d'elle, on connaît 4 bouquins plus une monographie, quoi. Alors je disais que c'était une famille française, mais c'est quand même de Noël un catalogue très international. Et le deuxième auteur qu'on va accueillir maintenant sur scène et que je vais appeler est espagnol, peut-être le plus français des auteurs espagnols. Mais mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir Antonio Altariba. Oui, olé.
Alors, bonsoir Antonio. Bonsoir. Alors, vous avez écouté toute cette histoire, je vous voyais beaucoup sourire quand Jean-Luc parlait, Ouais. quand Posy parlait. J'ai compris pas mal de choses parce que les lectures enfantines que Jean-Luc nous a, qui étaient au début de cette évocation, sont partagées. Moi aussi, je lisais Tartine, Black le Roc, Pépito, Spirou, tout ça. Donc, je retrouve la graine, la source de notre confluence. On était destinés l'un à l'autre. Il y a beaucoup de liens aussi entre vous dans l'histoire, dans vos histoires parallèles, parce que je crois que vous avez fait une thèse sur la bande dessinée française des années 70-80. Donc là, c'est tout ce que Jean-Luc je ne savais pas que Nyarlathotep. Nyarlathotep. C'était toi. C'était entre autres moi, il y avait d'autres gens. Ouais, je ne savais pas. Ouais. Et puis il y a aussi un point commun encore entre vous, c'est que vous êtes deux scénaristes de bande dessinée. Ouais. Et alors, comme vous êtes aussi professeur de littérature française, je crois qu'on évoque ici les liens entre la bande dessinée et la littérature. Vous êtes sacrément bien placé pour... Flaubert est très content de votre... Oui. J'en suis fort aise. Vous êtes dans la confidence de Flaubert. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de votre point de vue, Antonio, de ce lien, de ces rapports entre la bande dessinée et la littérature, tel que vous en avez sans doute très souvent parlé avec Jean-Luc. On parlera après plus spécifiquement du rôle des dessinateurs dans la bande dessinée, mais de votre point de vue, vous avez beaucoup donné dans l'expérimentation aussi, dans votre histoire et dans votre parcours. Ouais. Comment vous entendez ce que Jean-Luc a raconté ? Ouais, mais je sais pas. C'est vrai que ce sont deux passions aussi que nous avons cultivées, Jean-Luc et moi. D'un côté, j'ai été tout le temps prof de littérature jusqu'au moment où finalement, il y a eu 2 moments où la France m'a sauvé la vie. Je dois le reconnaître ici, sur une scène française. Quand j'étais tout petit, et j'habitais l'Espagne franquiste, à l'âge de 10 ans, mon père a eu la bonne idée de m'exiler tous les étés en France et de toute mon adolescence, j'ai passé les étés ici et je pense que ceci a été très important pour déterminer mes goûts littéraires, mais aussi pour avoir une autre vision du monde différente de celle que je pourrais avoir d'une Espagne franquiste où tout était gris, tout était moche, tout était interdit, tout était péché. C'était réellement un horizon nouveau qui s'ouvrait. Et 50 ou 60 ans plus tard, la France, je venais d'une période où, comme Jean-Luc lui-même a expliqué, la bande dessinée de revues a disparu, a fait une longue crise, et j'étais disparu dans cette vague de la crise. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis, je ne sais pas quand est-ce que, si je ne me trompe pas, Des Noëls a commencé à débuter, Des Noëls graphiques a débuté en 2003. Oui. Et bien, moi, j'ai commencé à écrire L'Art des volets en 2004, comme si c'était destiné à Des Noëls. Et réellement, c'est ce livre qui m'a fait, qui m'a restitué, qui m'a donné une nouvelle position comme auteur. Et évidemment, Jean-Luc connaît très bien la petite maison d'édition espagnole. Maintenant, l'éditeur est disparu, la maison d'édition aussi. Deponent, hein, d'où est partie l'idée.
Et c'est de Noël qui m'a récupéré et à nouveau, donc, c'est la France qui vient à mon secours. Et ça fait aussi, comme chez toi, une espèce de boucle. Et ce qui est spécialement émouvant, c'est que c'est à travers l'histoire de mon père. C'est mon père qui m'envoie en France quand je suis petit, et une fois mort, c'est l'histoire de mon père que je raconte qui me replace à travers la France comme auteur. Donc c'est quand même une belle coïncidence. Et dans le grand concept des choses, dans les années 80, la movida espagnole, avec des auteurs comme Cécep, comme Mariscal, comme Martí, etc. C'était nos compagnons d'armes à Métal Hurlant. Il y avait les Italiens d'un côté avec voilà. Liberator et Tambourini, Rank Xerox, et de l'autre côté il y avait ça. Et c'était les frangins de Métal Hurlant, vraiment. Enfin, on faisait des soirées ensemble, on s'amusait ensemble, etc. Et tout d'un coup, l'Espagne, effectivement, sous des pressions économiques, je suppose, et d'autres, s'est endormi. Et il y a un type qui est arrivé seul sur son cheval appelé Rocinante et qui a changé la donne et qui était Antonio Altariba, qui est arrivé à moi par une amie, fille de réfugiés espagnols, Pili Munoz, qui s'occupait de la Maison des Auteurs à Angoulême et qui un jour, pareil, m'a envoyé ce livre en me disant, écoute, il y a d'autres éditeurs qui l'ont eu entre les mains, ils n'ont pas vu le potentiel et je l'ai fait lire à une fille qui ne peut pas être là ce soir, qui est Alexandra Carrasco. Mes traducteurs sont des gens très importants pour moi, parce que la traduction, pour moi, c'est essentiel, et qui l'a lu et qui, comme j'avais fait moi avec Héloïse, m'a dit discute pas, prends-le. Voilà. Tu l'achètes, c'est tout, et je te le traduis. Ouais. Et ça a donné ce qu'on a su, c'est-à-dire non seulement ce livre, le suivant, qui maintenant est sorti dans une édition reliée intégrale qui s'appelle L'épopée espagnole. C'est un diptyque essentiel sur l'Espagne. Qui est demandé dans les universités, partout, etc. Mais en plus, ça a donné lieu à une collaboration qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, puisque dans 2 mois, il y a un nouveau livre qui sort. Voilà. Et entre tout ça, il y a eu la trilogie du mois. Oui. Et une particularité, enfin une différence avec Posy, c'est qu'aujourd'hui, je crois, votre éditeur, c'est de Noël. Sauf pour l'Espagne, c'est pas de Noël, n'achète pas le livre espagnol. Votre éditeur, c'est Jean-Luc. J'accouche toujours chez Jean-Luc. Voilà. Dans une piscine accroupie, hein, je précise quand même. Voilà. Mais non, c'est bien parce que ça permet effectivement d'être en amont des projets, de discuter et on parle bien évidemment avec Antonio puisqu'on a à peu près le même âge et qu'on parle la même langue. Voilà. C'est vrai, je me retrouve très bien. Je ne suis pas, toi, parce que... Là, c'est la partie payée. Travailler avec un scénariste, et quelqu'un qui connaît tellement bien la bande dessinée, je presque pas à lui raconter l'histoire. Il comprend tout de suite. Une fois que je lui fais un peu le résumé de l'histoire, il comprend tout de suite tous les enjeux, toutes les possibilités, etc. Donc, et ça, c'est très bien pour un scénariste. Et aussi, il voit, parce que, comme il le disait, et je suis d'accord avec lui, ce ne sont pas les éditeurs qui font les livres, ce sont les auteurs qui font les livres, mais parfois, avoir à côté de toi un bon éditeur qui te dit et pourquoi tu ne tires pas de ce fil-là que tu n'avais pas vu, et tu te rends compte, tu comprends jusqu'à quel point ce fil peut donner de la matière à narrative. Donc, j'aime beaucoup cette relation. Merci. Moi, je veux ajouter qu'on avait de la grande chance d'être traduit par Lily Stein. C'est... oui. Allez, je voudrais inviter un 3e auteur à nous rejoindre sur scène et je vous demande d'accueillir Marcelino Truong. Yes. Au fur et à mesure, je me déporte sur la gauche jusqu'à être... tout à l'heure, je serai... Il va manquer une chaise. Oui, il va manquer une chaise, c'est pas grave. C'est très mal. Je me mettrai debout, c'est pas grave.
Bonsoir Marcelino. Bonsoir. J'ai l'impression qu'avec vous aussi, il y a une boucle qui va se boucler quand on voit votre itinéraire avec Jean-Luc. L'arrivée chez De Noël, c'était pas le début de votre histoire en commun. Je crois que votre première rencontre, ça remonte à Métal Aventure, début des années 80. Oui, début des années 80. Un de mes premiers boulots intéressants quand j'ai démarré en tant qu'autodidacte, c'est grâce à Floch que j'étais allé voir avec mon maigre dossier de dessin et qui a eu la gentillesse d'appeler son grand ami Fromental. Et Fromental m'a reçu. Et voyant un de mes dessins, il a senti quelque chose, un univers peut-être, et que Floch avait repéré aussi. Et ça a démarré comme ça, par un premier sujet, un 5 pages dans Métal Aventure. Et après j'ai erré un peu, parce qu'en bande dessinée, tant qu'on n'a pas un bon scénario, à mon avis, c'est pas la peine de s'engager dans une histoire. Et c'était mon cas. J'apprenais mon métier d'illustrateur. D'abord, il fallait que j'apprenne le dessin, parce que j'avais pas d'aisance et le niveau est très élevé en France. Et donc, il y a eu une longue période d'apprentissage. Et c'est dans les années 2009-2010 que, ayant croisé Jean-Luc dans un vernissage, quelque chose comme ça, il m'a dit « Est-ce que tu n'as pas un sujet à me proposer ?» Et j'ai saisi l'occasion pour faire mon premier roman graphique avec Jean-Luc, où je raconte quelque chose que je voulais raconter depuis des années, mon enfance, ma petite enfance au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, au début de la guerre du Vietnam. Depuis votre première rencontre, m'avait dit Jean-Luc, il m'a dit quand la première fois qu'on s'est vu, il voulait faire quelque chose sur son père. Et Ouais. ça arrivera. Là, tes chronologies sont, à mon avis, enfin, c'est pas les miennes en tout cas, parce que moi, je me souviens que la première fois qu'on s'est vu et qu'on a fait que tu as fait cette bande dessinée pour effectivement le canard dont je m'occupais à l'époque, qui s'appelait Métal Aventure, dans le cadre de Métal Hurlant, tu avais déjà cette idée-là. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit un mot là-dessus en me disant mais j'ai une histoire de mon père, mais c'est très compliqué à raconter, c'est très long à mettre en place, etc. Et que quand on s'est revu à l'ouverture de la collection, je crois me souvenir que c'est moi qui t'ai dit, dis donc cette histoire où tu en es, et que là, ça a mis effectivement les choses en route. Mais j'avais gardé ce truc dans un coin de la tête, et c'était intéressant parce que je cherchais effectivement à l'époque des choses qui... C'est un genre, hein, je veux dire, Antonio, et on les met à côté, mais ils sont dans le même genre, c'est-à-dire que c'est l'autobiographie historique. C'est-à-dire que partant d'une histoire familiale vraiment personnelle et intime, ils arrivent à brosser des portraits d'une époque, dans le cas d'Antonio, le siècle espagnol, avec sa mère et son père. Dans le cas de Marcelino, la guerre du Vietnam, dans le premier diptyque. Donc voilà. Et pourquoi, Marcelino, le dessin que vous aviez donc appris pendant toutes ces années auprès de Marlène Jobert, entre autres, je crois, confidence de Jean-Luc auparavant. Mais pourquoi est-ce que c'est le dessin qui permet, d'une certaine façon, pour ces bandes dessinées, pour ces histoires de personnes anonymes, ces histoires comme votre père, ou comme dans le dernier livre que vous avez fait, une histoire de fiction, mais documentée, historique. Pourquoi la bande dessinée est le bon moyen, enfin un bon moyen pour donner corps, pour donner chair à ces itinéraires anonymes? Sans doute parce que quand j'avais 23 ans, je faisais mon service militaire et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire dans la vie. Les Français autour de moi, enfin, je suis devenu français à l'âge de 18 ans, moi. Avant, j'étais vietnamien. J'ai grandi en Angleterre, donc je connaissais très peu la bande dessinée. Et je continue d'agacer beaucoup mes consoeurs et mes confrères parce que j'ai des lacunes mais monstrueuses en bande dessinée. Je connaissais pas tellement ce mode d'expression, mais je voyais combien c'était, bien sûr, j'avais lu mes classiques, mais je voyais combien c'était intéressant. Et je me suis dit, en voyant la bande dessinée, que c'était le moyen, c'était le mode d'expression permettant d'allier dessin et texte qui pouvait m'intéresser.
Non. J'ai rien d'autre. Enfin, j'enfonce des portes. J'ai rien d'extraordinaire à raconter à ce sujet, alors, j'avais complètement oublié que j'avais parlé de ces projets comme ça avec Jean-Luc dès notre rencontre lorsqu'il était à Métal Hurlant, Métal Aventure. Mais à l'époque, j'avais pas le souffle tout simplement pour faire quelque chose comme ça. J'étais capable de faire un 50 mètres dans un temps à peu près convenable. Mais une BD, c'est un marathon. Et il a fallu des années pour que j'acquière ce souffle-là. Et oui, l'endurance et l'opiniâtreté de Marcelino sont totalement extraordinaires parce que c'est une acquisition. Alors, c'était très spectaculaire sur le dernier livre. Alors voilà, un exemple d'intervention d'un éditeur. J'ai dit à Marcelino, une fois qu'il a eu terminé le cycle de la guerre du Vietnam, je dis, je pense qu'il faudrait lever le pied légèrement sur ta famille et prendre un peu de distance pour pas être collé le nez à la réalité et pouvoir prendre des libertés donc avec la réalité, mais partir sur un thème qui soit connivant avec ce que tu as fait jusqu'à présent. Et donc c'est lui qui a proposé de partir à rebours et de s'intéresser au conflit d'Indochine. Mais plutôt que de refaire sempiternellement la bataille de Dien Bien Phu, etc., il a trouvé un axe extraordinaire, qui est un axe pratiquement de malgré nous, hein, comme les Alsaciens engagés chez les nazis pendant la guerre, d'un personnage du Sud qui doit travailler au Nord et qui a un talent graphique, etc. Donc il y avait une identification possible. Et ça donne un livre qui est très très intéressant parce qu'il mélange vraiment la fiction et le documentaire d'une façon qui, moi, me passionne. Et j'adore 40 hommes et 12 fusils, puisque c'est le titre de ce livre, qui est un bouquin magnifique et qui montre à quel point Marcelino plonge profondément dans la connaissance de la culture dont il vient, mais dont il est quand même un hybride, parce que quoi qu'ils disent, je veux dire, c'est avant tout un auteur français en France. Mais c'est intéressant. Encore une fois, tu remarqueras que à chaque auteur, il y a une particularité qui fait qu'ils sont légèrement décalés par rapport au type qui sort de l'école de machin et qui fait ses 200 planches par an, quoi. Voilà. Il y a quelque chose aussi avec Marcelino, qui est un auteur français, à la différence des deux autres, qui sont aussi des bandes dessinées que tu as importées. C'est que Marcelino, pour le coup, c'est une bande dessinée que tu as, des livres que tu as exportés. Et je crois en particulier que les livres, le diptyque de La si jolie petite guerre, c'est beaucoup, a eu un très grand succès aux États-Unis, non? Oui, c'est pas un raz-de-marée, hein, mais il a été traduit par un éditeur, par un traducteur qui s'appelle David Homo, qui habite à Montréal. Juste une anecdote au sujet de David, qui est devenu un ami. David a quelques années de plus que moi, et c'est en fuyant la conscription dans l'armée américaine, il est américain. Et ça devait être en début des années 70, 71, 72, par là. Pour échapper à la conscription dans l'armée américaine, il a fui, comme beaucoup, trouvé refuge au Canada, où il est resté toute sa vie. Mais c'est un rescapé de la guerre du Vietnam. Donc le livre, oui, a intéressé. C'est un éditeur canadien qui s'appelle Arsenal Pulp Press, qui est à Vancouver, et qui va publier bientôt. Le troisième sort chez eux. La bande dessinée est un genre nouveau aux États-Unis, comme en Angleterre, et ça va se développer, mais c'est quand même encore nouveau là-bas. Oui, le graphic novel, enfin pas les comics, mais... Oui. Eh bien, je propose d'accueillir un quatrième auteur. Et donc, je vais appeler à nous rejoindre Camille de Toledo, qui est quelque part. Next to Posy. Salut. Bonsoir Camille. Salut. Donc, un autre scénariste, un autre itinéraire, puisque Camille, toi tu nous viens plutôt avant d'arriver à la bande dessinée, le cinéma, la littérature, les essais. Alors tout simplement, pourquoi et comment d'abord la bande dessinée, puis ensuite de Noël graphique. Bon, d'abord, merci d'invitation. Moi, je me sens un petit peu à côté. C'est vrai que j'ai pas... Mais ils sont tous à côté. Ouais, sans doute.
Non, moi, c'est sans doute, en fait, en écoutant Jean-Luc aussi, c'est un rapport au père. Il y a des rapports au père, en fait. Je sais pas, toi, Posy, il y a un rapport au père aussi? Oui. Ah ouais, il y a un rapport au père. D'accord. Donc, mais ce sont des pères qu'on n'a pas du tout envie de tuer, qu'on aime. Enfin, en tout cas, moi, c'était vraiment un père très... Voilà. Et c'est des souvenirs de mon père riant. Et j'accédais pas trop à ça. Il avait ses bandes dessinées. Enfin, parfois, il les partageait, mais il lisait beaucoup de bandes dessinées. Et puis après, il y a eu ce rapport au cinéma, à l'image. Mon père était producteur de cinéma. Et je voyais défiler des scénarios à la maison. Je voyais parfois quelques dessinateurs venir faire un peu du storyboard, en tout cas commencer à dessiner quelques scènes. Et donc il y avait ça voilà, dans mon enfance. Et moi j'ai un rapport à l'écrit qui est sans cesse en lien avec les images, lié sans doute à cette histoire. Et voilà. Et puis alors après il y a le projet Herzl, avec lequel j'arrive dans mes valises. Donc la collection, c'est 2003, c'est ça, la fondation? Ouais. Voilà. Alors moi, c'était une vieille obsession. Je voulais raconter la vie de Theodor Herzl. Je voulais le faire de mille manières. D'abord, j'ai travaillé un scénario qui était... Et puis, on s'est pris des portes et des portes claquées en disant non, c'est trop cher. On l'avait même envoyé à une certaine Kathleen Kennedy, qui est la productrice exécutive de Steven Spielberg, parce que je trouvais que c'était un bon projet pour Spielberg. Sky is the limit. Et donc, bon, il se trouve qu'on s'est un petit peu arrêté avant le ciel. Et donc, j'avais ce projet, et il y avait déjà ce lien en disant, mais pourquoi tu ne l'écris pas en littérature? Pourquoi tu n'en fais pas un roman? Et c'est vrai que chez moi, on a parlé avec Jean-Luc, la scène de description dans la littérature est un peu morte, ou peut-être ça demande trop d'efforts. Moi, je n'arrive pas mais c'est les scènes de description en littérature. Et j'avais besoin de cette mise en image de Vienne fin de siècle, de ce début. Voilà. Et donc, quand le projet cinéma a échoué, je me suis dit, mais en fait, on va le travailler en bande dessinée. J'ai trouvé mon compagnon, camarade, qui n'est pas là avec nous, mais qui est Alexander Pavlenko, et qui est un Russe exilé de cette affreuse Russie. Lui, il est parti dans les années 90, après la chute du mur, et aujourd'hui il vit en Allemagne. Et c'est comme ça on s'est mis à travailler sur la première bande dessinée. Et Jean-Luc a résisté quand même. Hein. Ah oui, c'était un peu long. Mais là encore, je vais montrer simplement... Pardon, j'enchaîne, je prendrai le micro, comme on dit à la télé. Je vais démontrer que les éditeurs foutent rien, en fait. Puisque c'est quelqu'un qui est sans doute dans la salle, voilà, qui est Michel Bavray, donc, qui doit être par là, Emmanuela, sa bien-aimée, qui publiait des écrits sur l'art de cet auguste auteur, très impressionnant et très littéraire, et qui m'ont dit, il veut faire un graphic novel. Et voilà. Et il est venu me voir, et je me souviens, c'était en haut, là, comment ça s'appelait, le bar, je ne sais plus, mais peu importe. Et on s'est rencontrés, je pense, enfin moi... l'autre café, voilà. Il m'a beaucoup plu tout de suite, etc. Et il m'a montré des trucs, et je trouvais, comment dirais-je, que le dessinateur avec lequel il avait choisi de travailler, qu'il avait d'ailleurs ramassé sur Tinder, hein, pour ainsi dire, parce que c'était un dessinateur. Il avait fait paraître une annonce sur Internet, ce que je trouve extraordinaire, et qui montre là aussi comment l'ignorance des codes d'un monde peut conduire à des coups de génie, vraiment. Voilà. Ça s'appelle Tinder Dessin. Tinder Dessin, oui, c'est un site que je vous recommande, et il y a tout. Hein. Et donc, il m'a montré ça, et je trouvais ça très Chagall, voilà. Et je lui ai dit, je trouve ça très Chagall quand même, et que j'ai pas envie qu'on fasse une bande dessinée, parce que c'est devenu une sorte de tarte à la crème. Chagall, ça fait partie maintenant du patrimoine des dessinateurs de BD, depuis Johann Sfar, etc. Ça ressemblait pas à Sfar, mais ça ressemblait à Chagall. Et il m'a dit, t'occupes, je vais rectifier ça. Et ça a pris longtemps, on a flirté au moins un an avant de conclure, voilà. Mais
effectivement, et là où Camille m'a soufflé, c'est qu'il a pris l'ascendant sur son dessinateur comme un scénariste professionnel, comme Antonio, mais Antonio, il en a tué tellement dans sa cave de dessinateur qu'il sait exactement comment il fonctionne, alors que là, c'était vraiment une première, je crois. Hein. Et il a su inventer des langues dans sa bande dessinée que personne n'avait parlé avant. Comme Posy, exactement, par ignorance du genre, des codes du genre, etc., etc., une espèce de connaissance, mais de lecteur, quoi, simplement. Et il a réussi à trouver des systèmes narratifs qui étaient totalement époustouflants. Voilà. Et donc, une fois que le Herzl est paru, donc quelqu'un dans la maison d'édition qui n'est plus là aujourd'hui m'avait dit « Quel intérêt un livre sur un loueur de voitures ?» C'est véridique. C'est authentique. Hein, voilà. Ce livre a connu un destin absolument extraordinaire et on s'est retrouvés ensemble à la synagogue Copernic en train de faire des trucs. Enfin, on a fait des trucs qui étaient absolument inédits et extraordinaires au Medem, là, à la bibliothèque Yiddish. Enfin, que des trucs formidables. Et moi, j'adore ça, parce que je suis un goy assimilé, moi, donc ça m'a replongé dans un judaïsme que je croyais même plus que ça existait, voilà. En voie de conversion, hein. Lily. Elle y travaille. Ouais, c'est ça, c'est l'histoire. Avec le micro. Non, c'est tel que ça s'est passé. Et alors, aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que l'ignorant que vous étiez, enfin le scénariste simplement lecteur, figurait dans ce catalogue de Noël aujourd'hui quand vous le feuilletez? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le feuilleter. Est-ce que vous voyez ce qui saute un peu aux yeux, quelquefois des liens, quoi? Est-ce que vous dites, tiens, oui, il y a un lien, il y a le rapport au père, vous l'avez dit. Est-ce que dans les scénarios, dans ce rapport, dans cette frontière entre la bande dessinée et la littérature, qui est un peu le cœur de cette collection, vous voyez la frontière bouger, vous voyez des choses intéressantes? Non, mais parallèlement au travail, je les lisais. J'ai lu L'Art de voler, j'ai lu Posy, j'ai lu tes livres, Marcelino. En fait, j'étais imprégné par ailleurs de ça. Et puis, on en avait beaucoup parlé avec Jean-Luc. Il y avait ce rapport... en fait, il a parlé, là, dans ses 20-25 minutes de célébrité, il a parlé il a parlé de son rapport à la bande dessinée, mais à dire vrai, c'est un sacré lecteur de littérature, Jean-Luc. C'est quelqu'un qui comprend quelque chose à la langue. Et plus que ça, enfin, c'est un euphémisme de le dire, et c'est un enjeu réel, profond chez lui. Et donc, voilà, c'était une magnifique relation. Enfin, pareil, on en a parlé, quoi. Je me sentais en confiance. Et puis, il y avait ce lien à l'histoire du XXe siècle. J'arrivais un peu avec un programme. Puis après, la vie s'organise pour nous rouler dessus. Mais le programme, c'était de montrer les mondes juifs européens en vie. Voilà, ils ont été beaucoup montrés dans la mort. Et je pense que c'est ça qui aussi a, je sais pas, en tout cas c'était un enjeu important de Herzl. C'était d'essayer de comprendre que voulaient les devenus morts ou les disparus quand ils étaient en vie. Et voilà, et non, je suis très très heureux d'être là, à cet endroit-là. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je reviens de Zurich, ou au Polytechnicum de Zurich, dans une chaire de littérature. On me faisait parler de Herzl et du Babel. Et c'est curieux, parce que c'est vrai que je suis entre les mondes. Et je vois que les stricts littéraires, qui sont, je sais pas moi, des spécialistes de Blanchot, assument enfin sur le tard d'avoir été des enfants. Et tout d'un coup, avec moi, ils ont trouvé un spécimen étrange où ils peuvent à la fois parler de Blanchot et de bande dessinée et d'images et de découpage, et bon, peut-être qu'aussi la littérature, son lien avec le cinéma, enfin toutes les choses se déplacent, et c'est intéressant qu'elles se déplacent. J'aime bien être à ce lieu-là.
Blanchot qui a écrit probablement une des phrases les plus définitives qui explique pourquoi Tintin est à la fois angoissant et confortable, qui est « l'image est pure beauté, mais auprès d'elle, le néant sommeille ». Ou le néant demeure, voilà. Et ça, c'est terrifiant quand on y pense, parce que c'est vrai que ce sont des voiles qui nous masquent l'inéluctable vide, et qu'on les aime. Moi, je les aime d'autant plus que c'est ça, que la beauté du dessin, que la splendeur de la peinture, ce sont des choses qui nous protègent en quelque sorte de la mort, quoi. Voilà, pour finir sur notre grave cet entretien-là. Bien sûr, ce propos définitif de Jean-Luc Fromental. On va accueillir... de Maurice Blanchot. Je sais, mais tu en avais rajouté une couche quand même. On va accueillir un nouvel auteur. Je vous demande d'accueillir sur scène Steven Appleby. Camille, est-ce que tu veux venir ici? Ouais, comme ça, il va se mettre à côté. Tu vas lui traduire. J'en ai là-bas. Prenez le micro. Ah bah tiens. Thank you. Merci. Ah bah. Thank you. Tu veux que je me mette où? Where do you want me? Yeah, I'm going to sit next to you because I'm going to translate for you. Okay. Voilà, c'est ça. Pardon. And you can see me. Merci. Ça va. Ça va toujours. Okay, this is Steven, the most Hello. beautiful bird in my cage. Merci beaucoup. And yeah, I'm the only one who doesn't speak French. And yes, you asked me to learn French. I remember 3 years ago. I did. Yeah, and You didn't. I didn't. No, I'm sorry. Okay. Yes. Alors Steven, moi je pose les questions en français et puis c'est Jean-Luc qui traduit Voilà. à l'oreille. Tout simplement, Steven, Jean-Luc vient d'évoquer à la suite de Maurice Blanchot les masques, les voiles qui sont en jeu dans la littérature, dans la bande dessinée, qui souvent une histoire des choses qui se dévoilent. Votre livre, c'est Dragman, bien sûr, dans lequel vous racontez une histoire qui est à la fois très personnelle, très intime, mais sous des voiles, sous des masques, celui d'un personnage de fiction, celui d'un super-héros. C'est quelque chose que la bande dessinée permet, que vous avez su faire avec énormément de talent et de virtuosité, de raconter des choses très personnelles sous des dehors très humoristiques, très légers. J'ai déjà oublié Bon le début de la courage question. pour traduire cette question qui n'en est pas une. D'habitude, les traducteurs prennent frénétiquement des notes en sténo, tu sais, quand c'est comme ça. À côté de Maurice Blanchot, who's a French philosopher, and who said that image is pure beauty, but next to it, emptiness, void, or death, just rest. And he's asking about masks and veils and appearances. How you started from your own experience to transform your experience into something which is different, because it was somehow a very harsh, difficult experience, and you made it a rather funny and yes, funny comics, right? And light. Okay, that's okay. Well, yes, I mean, my life had big secrets in it. Shall I keep pausing so you can? Yeah, translate? you pause every 2 words, please. Okay. Okay. Yes. Oui, ma vie avait contenait de grands secrets. Yes, and therefore secrets were a theme in my work. Et donc les secrets étaient un thème de mon travail. And even when I was making comics, very tiny comic strips for newspapers. Et même quand je faisais des tout petits strips pour les journaux. Often they would have themes like secrets and feeling guilty, and I'm trying to think of examples now, sitting in front of everyone. But I can give you some, probably. Yeah, like being a table or dreaming to be a fish, right? Yes, well, yeah, exactly. Donc, je traduis, permets.
permettre. Yeah. Donc, dans ces petites bandes dessinées que je faisais, je glissais moi-même des secrets. Donc, et là, Steven cherchait des exemples. Donc. Yes, I mean, yeah, secrets like you said, like sort of aliens pretending to be humans, or and I do cartoons about things like how to spot aliens. You know, coat hangers in the wardrobe would be alien disguises, and so on. Ok. So Donc, par exemple, des extraterrestres qui cherchaient à se déguiser en humains, ou la méthode de repérer dans une penderie un cintre qui est simplement serait un alien qui aurait cru prendre une forme humaine, donc. Hein. Yeah, so that was a fun way to express something that at the time, say in the 1970s and 80s, I was frightened to tell even close friends in case they didn't like me anymore, you know. Voilà, donc c'était une façon légère d'évoquer des choses qui, dans les années 70 et 80, étaient des positions dans l'existence que même des amis proches auraient pu juger durement, et de ce fait, et cesser d'aimer Steven. Yeah, but as time passed, and I started to be, I did start to tell people, like my brother and my two brothers and my sister, and the response was fine, and I got braver, and I started putting cross-dressing into my comic strips, which is where Dragman appeared in 2002. Donc il a commencé à s'ouvrir de ces choses-là à des gens de sa famille, à ses two brothers and one sister, isn't that it? Two brothers and a sister, yeah. Yeah, ses deux frères et sa sœur. Et en voyant les réactions, qui étaient plutôt des réactions sympathisantes, disons, il a commencé à glisser des histoires de travestissement dans ses comics. Donc. Yeah, and then it occurred to me very quickly that superheroes, I mean, I'd kind of created this sort of transvestite drag queen superhero, and I suddenly realized that all the cross-dressers and that I knew back in London through the kind of club scene, the secret clubs that people would go to in the 80s and 90s, they all had sort of secret identities. They had a woman's name in a club once a week, once a month, once a year even sometimes. And then they lived a life as a lawyer, taxi driver, whatever. Okay. Just like superheroes have a secret. Exactement. Donc en commençant à travailler sur le concept de super-héros, c'est-à-dire de dragman carrément, c'est-à-dire de super-héros travestis, Steven s'est rendu compte que dans la vraie vie, en fait, les gens qu'elle connaissait, qui étaient des gens qui se travestissaient, qui s'habillaient en femmes, étaient des gens qui avaient, comme les super-héros, une double identité, et qui portaient une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an, dans les clubs où ils allaient, un prénom de femme, et qui le reste du temps pouvait être un chauffeur de taxi, un avocat, n'importe quelle profession, et être des gens parfaitement en surface. Je ne sais pas choisir l'adjectif. Honorable. Lys me souffle ma traductrice. D'accord. Voilà. Donc, ok. Ça répond à ta question? Est-ce que... I'd forgotten it was a question. So did I. Who cares? Je voulais interroger Steven sur son arrivée dans le catalogue de Noël graphique. On a parlé de plusieurs pays qui n'ont pas forcément de culture de graphic novel comme on a du roman graphique, de la bande dessinée, comme on a en France. La culture de la bande dessinée en Angleterre, dont on a parlé avec Possy. Est-ce que l'accueil de Dragman en France a été pour Steven comment est-ce qu'il l'a vécu, tout simplement? Est-ce que ça a été cette culture de la bande dessinée? The way Dragman was accepted and received in France, and it was quite a welcome, I must say. Because, si je peux dire, before you answer, just a small anecdote. I mean, on a sorti ça
évidemment, juste au moment du confinement. Hein, voilà. Donc ça a été bien plombé quand même la sortie du livre. Il y a eu une espèce d'Angoulême absolument délirant, où tu étais peut-être d'ailleurs, mon cher Victor, où la cérémonie était retransmise, on aurait dit la télé soviétique un peu dans les bonnes années, et où l'interview de Stephen, qui devait être interviewé de Londres, qui s'était mis sur son 31, qui avait déployé ses plus beaux atours, s'est fait sur un téléphone portable avec des empreintes de doigts dessus et un micro collé sur le téléphone portable, filmé par une caméra sur un site internet de Radio France qui a bugué en plein milieu de l'interview. Donc c'était un désastre. J'entends rire Sylvie Chabrou dans la salle. Oui, bah, elle peut, parce qu'elle y était, donc voilà. Et donc ça a été une véritable bérésina. Et à partir de là, néanmoins, le livre a remporté un prix qui est un prix important, qui est le faux spécial du jury à Angoulême. Donc ça veut dire qu'il a été distingué. Now you can answer the question. Now I answered it. How did you feel? I mean, how did you look at friends looking at you? Well, I was delighted that it was well received in France and well received by you initially. Otherwise, it wouldn't have even been published in France. But can I talk about translation for a moment? Because I think, If it's bad, it's Lily. I know. I just think that translators are amazing, and it's... I'm being inarticulate, I'm sorry. Also in Germany, I've been, as well as it's been translated, and what I wanted to say is that the only awards that I've ever been given have been for translated editions in Germany and in France. And I can only conclude that the translators improved the book. So you should definitely read the French edition. Bon, tout le monde a compris, mais je vais quand même traduire au cas où. Donc, Steven dit que il veut préciser quand même quelque chose sur les traducteurs et que les traductions l'ont toujours épaté et que en Allemagne comme en France, les seuls endroits où ses livres ont eu des prix, son livre a eu des prix, parce qu'il a fait beaucoup de livres avant ça, on peut en dire un mot éventuellement, qu'on n'a pas traduit en France, où ce livre, Dragman, a eu des prix, c'était des livres des pays où le livre était traduit. Donc, et donc nul n'est prophète en son pays. Nobody's a prophet in its own country. It's an old French saying. Yes. You got the same, I guess. Same saying, yes. May I say Thank something? You, What brought the book to my attention was also... ce qui a attiré mon attention sur le livre était aussi a quote by Posey. And Posey gave some advance praise. C'est une technique très bien connue de nos autres éditeurs, qui consiste à demander à des auteurs de la maison, puisqu'ils sont dans la même maison, chez Jonathan Cape, de lire le bouquin, et si le bouquin leur plaît, de dire quelque chose de sympa en apportant leur notoriété au service du livre. Et Posey avait fait une phrase absolument délicieuse sur le super-héros, qui est absolument super, enfin bon, c'était vraiment très mignon, qu'on a mis nous en couverture. Et donc, une autrice de la maison qui confirme le livre de quelqu'un qui est un nouvel arrivant, c'est vrai que ça aide toujours. Et puis après, quand j'ai lu le livre, je l'ai adoré. Donc, OK, back to you. Okay. Sorry, it's a bit hectic, but... Yeah, it's interesting. I've forgotten the question. Yeah, well, you quite Anyway, answered did I it. I mean, answer it? the way you were accepted by... Yeah, I can't think of anything to add, really. Yeah, well, I've got one question for you. I mean, for years, you drew rather what should be called humor books, right? Topical books about men, cats, whatever. Yes. And I was looking at these books, and I loved them graphically, but I always thought that he was a little bit frivolous. He was missing something. How did you get from these books to the more serious or wide-ranged
Dragman. Je dis, depuis des années, Steven publie en Angleterre des livres qui sont souvent des livres d'humour sur les hommes. Il y a un livre très drôle que notre ami Frédéric Bosser, qui est dans la salle, connaît bien, sur les hommes. Il y a un livre sur les chats. Il y a beaucoup de livres comme ça, mais qui sont des livres d'humour, c'est-à-dire qui sont des successions de gags, etc. Et la question que je lui pose, c'est comment tu es arrivé à passer de ça à un projet plus vaste et plus sérieux qui est le Dragman, qui est un projet aussi personnel, en fait. Well, I think what actually happened is that my career has gone from sort of accident or coincidence. Things happen. And I actually started out doing work sort of influenced by Philip K. Dick and the world that we live in isn't what it appears to be, and philosophical things. So in the New Musical Express, my comic strip, Captain Star, was very kind of absurd and philosophical about reality. Ok, pour dire que donc au début, j'ai complètement oublié le début de ce que Steven a dit, et il travaillait sur un autre mode quand il travaillait pour le New Musical Express, qu'il était sous influence de Philip K. Dick, qui est donc un auteur qui a été déterminant pour nous tous, je pense pour nos générations, qui est l'auteur de Ubik, du Maître du Haut-Château, etc., et qui est le maître de l'univers du simulacre, en fait, de l'univers. C'est l'homme qui nous a appris qu'on allait vivre dans une société de fake news et d'apparence, etc. Et donc, évidemment, ça correspond très très bien à son travail, et que donc, il travaillait là-dessus, et le strip qu'il faisait, qui s'appelait Captain Star, et qui a donné lieu à un dessin animé, hein, There's been a cartoon as well, from Yes, Captain television, Star, animation. voilà, en animation, était très inspiré par ça. Okay, we are there now. Yeah, and I did. It sounds like I'm a sort of commercial art whore, I was going to say, but I did whatever comes along, really, and my career would take those paths. So in the 80s, I did longer comics for Escape magazine, for example, and then newspapers started asking me to do comic strips. So I was then in a different world of short comic strips. I still had the same themes, but they became more developed. They became humorous and light-hearted, and then I was asked to do humor books. Do you know what I mean? My career sort of went the path. Oui, c'est d'ailleurs ce que disait Steven au début. Ma carrière est une suite d'accidents, effectivement. Et à une époque, après ce dont on parlait là, le magazine Escape, qui est fondé par notre ami Paul Gravette, qui doit être quelque part dans la salle. Are you there, Paul? Yes. And Peter. Yeah, there. Paul and Peter. Hello, Peter. Hello, Paul. Il manque Marie. Et donc... Sorry, I think my themes were the same all the way along. Yes. It's just the vehicles. Absolument. And eventually, when I was sacked from all the newspapers, dropped by the newspapers, which happens eventually, it gave me the time to do the more serious thing, the more difficult thing. D'accord. Yeah. That was Dragman. Yeah, the bigger, difficult C'est les vertus du licenciement. Donc, après avoir développé tout ça dans la presse, et que peu à peu la presse, je pense comme ici, a dû réduire la voilure, s'est fermée, et que Steven s'est retrouvé plus ou moins à la porte des journaux, en ayant développé ce style humoristique, narratif, parlant toujours des mêmes thèmes, il est arrivé à devoir se confronter à son grand œuvre, on pourrait dire, et donc il a commencé à faire Dragman, which took you how long? Well, the book took me maybe 4 years. Yeah, 4 ans. But before that, I was failing. I was trying and failing and trying and failing. And so maybe long? another 4 years. 4 years, maybe. Voilà.
Ok, and une put- petite décennie d'essais, d'échecs, et puis après le vrai truc qui démarre. And then there again, I mean, a publisher, an editor that was instrumental in the whole thing, which Yes. is Dan Franklin, right? Yes, Dan wanted the book years before I ever delivered it to him. Yeah. Et voilà, et c'est de Dan Franklin donc, que Posey connaît très bien aussi, des éditions Jonathan Cape, qui a insisté pour avoir ce livre et qui a accompagné Stephen tout le long avec beaucoup de patience en attendant que ce livre soit fait. Voilà. Je vais appeler notre dernier oiseau, drôle d'oiseau, puisque je vois que derrière on a des oiseaux. Cui. Hugo, bienvenue, mesdames, messieurs. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Alors tu es le dernier arrivé. C'est toi qui vas tout récapituler, nous dire comment est-ce que tu es arrivé dans cette grande famille, pourquoi c'est une grande famille. Non, je rigole. Simplement, est-ce que pour commencer, tu peux nous raconter toi d'abord ta rencontre avec Jean-Luc, avec De Noël Graphique, pour qu'on situe un peu. Ben, moi, en fait, Jean-Luc, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours parce qu'il traînait dans la bibliothèque de mes parents. Et donc, j'ai grandi en écoutant ses histoires et en lisant les livres qu'il avait publiés. En fait, et il se trouve que j'étais à l'école Estienne et avec un ami qui avait monté un truc qui s'appelait Le Plus Beau Livre. On recevait tous les livres de tous les éditeurs et on jugeait un peu quels étaient les meilleurs livres de l'année. Et en fait, on mesurait les BD, on les pesait. Et il se trouve que moi, j'avais vu X9 qu'avait publié Jean-Luc. Et je me suis dit, bah là, ça c'est le livre parfait. Et j'avais 16 ans. Et je me suis dit, voilà, quand je serai grand, j'aimerais bien être publié là. Et ça, je ne sachant pas que c'était toi qui faisait De Noël Graphique. Voilà. Donc en fait, et puis un jour, une connaissance commune nous a présenté. Et puis ça a été assez fulgurant, quoi. C'est parti très vite. Alors à ce moment-là, tu étais plutôt dans l'animation. Au début, c'était plutôt l'animation tu continues d'ailleurs, tu vas peut-être nous le dire, mais on a beaucoup parlé des liens entre bande dessinée et littérature. Toi, il y a une connexion assez évidente que tu as développée dans tes livres chez De Noël entre images, animation, court-métrage d'animation et bande dessinée. Bah, mon travail se nourrit ce que je développe dans l'animation me permet de trouver des choses qui vont servir à la BD et inversement, rythmiquement aussi. Et en fait, quand on a commencé à parler de faire un album, Jean-Luc m'avait dit propose-moi quelque chose et j'arrivais pas à écrire pour la bande dessinée parce que je venais de l'animation et j'avais besoin du son, j'avais besoin du cut et voilà. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit voilà, je viens de lire un livre qui me fait penser à ton travail parce que je venais de finir un court-métrage. Et il m'a dit ça traite à peu près c'est la même ambiance, c'est les mêmes tensions. Et donc si ça t'intéresse, lis-le. Et puis si ça t'intéresse vraiment, je prends les droits. Et puis c'est parti. À l'époque, c'était Fabrice Colin qui devait faire le travail d'adaptation pour moi, pour que je puisse juste faire des planches. Et en fait, j'ai bien senti le truc. Et puis Fabrice était très occupé et je recevais pas de texte. Et en fait, j'ai fait le storyboard, je crois, en 6 semaines, des 250 pages. Et puis je l'ai envoyé à Jean-Luc en disant bon, écoute, si ça te plaît, tu le prends. Et puis sinon, voilà. Et puis c'est parti très vite comme ça. En fait. Jean-Luc, tu Oui, confirmes toute je cette histoire. confirme cette anecdote qui, une fois de plus, prouve que les éditeurs sont des feignants, parce que là encore, on m'a mis Hugo Bienvenu sous le nez. Hein, c'est un ami commun, producteur, qui m'a téléphoné en me disant moi j'ai le droit de prononcer le nom, oui. Voilà. Manu Rénal, donc de Miou Production, avec lequel à l'époque Hugo travaillait, qui m'a dit tu devrais venir voir, j'ai un mec là incroyable, etc. Et j'ai vu les premiers essais de Hugo. J'ai été très convaincu. J'étais pas convaincu parce que moi je viens d'une époque où les dessinateurs de bande dessinée rêvaient de faire de l'animation, mais pas le contraire du tout. Enfin, je veux dire, il y avait du pognon dans l'animation et puis les mecs ils rêvaient tous de voir leurs personnages bouger, quoi. Et là aujourd'hui c'est inversé, c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait des études d'animation, qui gagnent très bien leur vie dans le métier d'animation, ont envie de se singulariser et de faire des choses qui n'appartiennent qu'à eux et qui ne soient pas forcément un travail collectif, et donc reviennent vers la bande dessinée, ce qui est une inversion de la question très intéressante.
une chose intéressante qu'a dite Hugo, c'est que ce qui l'a attiré, c'est ce qui m'avait attiré aussi, puisque pour me convaincre que je devais travailler avec lui, Gérard Le Monaco, encore lui, et on boucle la boucle, m'avait proposé une version de X9. Il avait fabriqué une boîte en carton pour me montrer à quoi ressemblerait le livre, qui était exactement comme le livre a été ensuite, c'est-à-dire avec la couverture jaune, les flancs, jaspés en noir, c'est-à-dire voilà. Et quand j'ai vu cet objet, que je l'ai tenu dans ma main, j'ai dit, je veux ce mec, c'est pas possible, quoi. Un type qui se donne cette peine pour montrer ce que va être un livre, c'est trop extraordinaire. Donc c'est étonnant qu'au même moment, enfin ou quelques mois plus tard, le même livre ait fonctionné de la même manière avec quelqu'un qui allait travailler pour la collection. Et c'est ça le miracle en fait de tout ça, c'est que c'est une bande de bohémiens qui sont pas du tout des gens dans la norme, c'est tous des mavericks, comme disait mon ami Philippe Garnier, c'est tous des gens, des animaux échappés du troupeau en fait, n'est-ce pas? Hein? Non, you can't confirm, but et qui effectivement apportent des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et c'est l'idée de cette collection, c'est que j'ai une toute petite pirogue qui navigue entre des porte-avions et que j'ai intérêt à mettre dans ma pirogue que des oiseaux au plumage très rare. Et évidemment, Hugo, pour le dire simplement, quand on trébuche dans le sable sur un moébus, on passe pas sans faire attention. Et pour moi, Hugo, c'est quelqu'un qui apporte une voix nouvelle dans la bande dessinée, à un endroit graphiquement où il n'y en avait pas eu depuis très très longtemps, et que c'est un miracle. Voilà. Hugo, je rebondis avant que... Je vais me cacher derrière. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce bel hommage de Jean-Luc à bien fait de Hugo venir. et à tous ces auteurs présents. Et on a eu le fin mot de l'histoire sur les oiseaux. François, je voulais... Oui, c'est la volière. Ah oui, je voulais dire que quand même, derrière les crayons, là, il y a un type qui a fait un livre totalement extraordinaire, 2 livres totalement extraordinaires dans la collection, puisque François est l'auteur d'un des premiers livres qu'on a publié, qui nous a ruinés, alors que je voulais faire un livre modeste, qui s'appelle Little P in Echo's Land, qui était une espèce de variation délirante et incompréhensible, mais vachement bien, sur Little Nemo. Et on avait pris la décision de faire un livre, j'adorais les livres Dover quand j'étais petit, qui étaient des livres qui étaient agrafés au milieu et qui étaient vendus très peu cher. Sauf que là, on avait pris la décision de vernir chaque page du livre. Ça nous a coûté une blinde. Les pages faisaient quand on les ouvrait parce qu'elles étaient collées entre elles. Mais le livre est sensationnel. Et le deuxième livre qu'il a fait, il l'a fait avec Mathilde Monnier, qu'il est allé voir en disant « Apprenez-moi à danser ». Et elle lui a dit « Faisons plutôt une bande dessinée ensemble ». Et il a fait un livre absolument formidable sur la danse. Donc voilà, je vous propose d'applaudir ce garçon qui... Regardez. Et maintenant, je voudrais appeler sur la scène, si j'arrive à retrouver le papier que j'ai perdu. Putain, j'ai perdu le papier. Voilà, tous les auteurs de Noël graphique qui sont dans la salle, je ne vais pas les appeler, je vais les signaler quand ils arrivent. Monte, allez, Joël Jolivet, en avant. La dame du logo, Fabrice Collin, qui a fait un très beau livre sur le 9/11. Ah, voici. Wow! El Maestro! Jost Zwart, mesdames et messieurs, un monstre vivant. Notre ami Nicolas Pégon sur béquille, qui doit terminer un livre, c'est pas de bon augure. Gilles Poussin, qui a fait Métal Hurlant, dont vous avez vu la couverture tout à l'heure. Olivia Burton, qui a réussi à descendre de son train. C'est tout? Vous pouvez essayer de vous faire passer pour un auteur de Noël graphique, peut-être je vous publierai. Il n'y a pas Pauline Guéna quelque part? Miles? Mais Miles Hyman, allez. Qui a fait
avec Lily un de mes livres préférés, qui est une retraduction du poème de Dylan Thomas, Une enfance de Noël au Pays de Galles. Un Noël d'enfance au Pays de Galles, et qui a fait avec notre ami Michael Moorcock, qui devait être là ce soir et qui a prévenu au dernier moment qu'il ne pouvait pas venir, malheureusement, qui est à Paris en ce moment, un livre magnifique qui s'appelle Kaboul, qu'il a illustré, et qui est mon compagnon de route avec d'autres bandes dessinées que je fais en tant que scénariste. Donc on a fait 2 albums ensemble, plus les albums jeunesse. Voilà. Qui encore ? Non ? Ah bah si. Monsieur Didier Pazamonique. Didier Pazamonique, auteur d'un splendide catalogue et d'une splendide exposition, puisqu'il est curateur, comme on dit maintenant, qui n'a rien à voir avec les curetages d'ailleurs. Hein. Non, rien. Merci, vous me rassurez. Et qui donc a fait l'exposition au Mémorial de la Shoah, bande dessinée et Shoah, et qui est une magnifique exposition. On a fait un catalogue qui était délicat à faire, puisque il s'agissait de faire paraître du Gottlieb et du Wolinski dans un livre sur Auschwitz et Mauthausen. Donc c'était une gageure et on l'a tenu. Voilà. Et dans des délais. Paul Gravette, qui est non seulement le biographe et l'auteur d'une monographie de Posy Simons qui s'appelle So British, qu'on a publié au moment de Cassandra Dark, mais qui aussi est le co-commissaire, Coco, je vais t'appeler Coco. Co-commissaire de l'exposition qui se prépare à la BPI de Posy Simons, qui ouvrira pour ses festivités et qui conclura ses festivités puisqu'elle commence le 22 novembre. Voilà. Personne d'autre? J'oublie quelqu'un? Gérard Le Monaco. Envoyez-moi Gérard Le Monaco. S'il vous plaît, quand même. C'est la moindre des choses. Et je pense que Lily Stein, elle ne veut pas monter. Tu vas être obligé d'enlever ton masque, tu vas être ridicule. Bon, d'accord. Tu sais ce que j'ai retrouvé, là? The First One, le premier livre de la collection. Putain, c'est la guerre, mais surtout, putain, c'est du bol, puisqu'on l'a sorti 2 jours après l'entrée des troupes américaines en Irak, et que c'est évidemment là-dessus et de ça que ça parle. Et donc on a travaillé comme des maboules. À l'époque, l'édition pouvait se permettre ça pour arriver à être raccord avec ce qui était en train de se préparer. Et Gérard, qui a accompagné la collection et qui continue d'une certaine manière, puisque c'est son ADN qui continue la collection. Est-ce qu'il y a Cathy Feshman quelque part dans la salle? Non, bon. Bah Cathy, monte, s'il te plaît. Ah non, mais attends. Il n'y a pas d'autres maquettistes dans la salle, graphistes dans la salle qui aient travaillé sur la collecte? Non, ok. Bon, après, je pourrais faire monter tous mes copains, mais on va se retrouver tous sur scène et on aura l'air con parce qu'il n'y aura plus personne pour nous applaudir. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tout le monde, merci Martin, merci Paul, merci Lily, je ne sais pas où elle est, merci Dorothée, merci. Et on va essayer de continuer. Oh putain, j'oubliais ça. Chabrou, on stage, hop. Hop. Non, hop. Allez. Voilà. Elle aime bien se faire prier. Lily, elle est là. Lily veut pas monter, donc. 20 ans de vie commune. Bien sûr, nous eûmes des orages, mais on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Donc elle est toujours là. Oui, merci.